Aujourd'hui, nous allons parler des styles de séduction. Est-ce qu'il existe des styles de séduction différents? Qu'est-ce qui peut différer d'un dragueur à l'autre? Qu'est-ce qui pousse certains mecs à adopter tel ou tel style de séduction? Et quel est mon style à moi? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Quel est le style de Robbie? Quels sont ses points forts et ses points faibles? Et je remercie Phil, un fidèle auditeur, pour cette question. Il me l'a envoyé par message audio que nous allons écouter ensemble après le générique. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Salut Consti, je m'appelle Philippe. Je suis, comme tu dis parfois, un fidèle auditeur du Coach Drague Podcast. Plus sérieusement, j'aime vraiment, j'adore ce que vous faites. Je vous suis depuis 3-4 ans. Je pense avoir écouté, réécouté chacun de vos podcasts. Et j'adore les échanges que Robbie et toi avez, la profondeur des analyses. Voilà, ça m'inspire beaucoup, ça m'aide énormément et je voulais profiter de ce message pour te féliciter. D'ailleurs, souvent, on entend Robbie ironiser sur le fait que vos podcasts seraient trop longs. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que même si j'ai apprécié aussi les cours, notamment ceux que tu faisais au début et ceux que tu as recommencé à faire, je trouve que c'est vraiment très riche. Enfin bref, je sais pas ce qu'en pensent les autres auditeurs, mais moi je trouve ça génial. Vraiment bravo les gars, bravo, merci. Bon, mais j'appelais pas uniquement pour te lécher les couilles. Je voulais et te féliciter. Ouais, entre parenthèses, sur YouTube, mon pseudo c'est Phil Peinture, donc je mets régulièrement des commentaires. J'ai eu le bonheur que vous répondiez 2-3 fois à des questions que j'avais posées sur le rendez-vous notamment. Voilà, donc je fais ce petit message surtout parce que j'ai vu dans des audios récents que tu faisais des brainstorming pour trouver des sujets, que tu lançais l'appel aux auditeurs à proposer des thèmes, et je voulais t'en proposer moi quelques-uns. Et j'ai un peu la flemme, c'est vrai, d'écrire, surtout que ça pourrait faire des sacrées tartines, donc je me suis dit qu'avec un audio, je pourrais être plus complet, et ça serait un peu plus pratique aussi pour moi de te décrire ces idées-là. Je ne sais pas ce que tu en feras, mais bon, peut-être ça te servira ainsi qu'aux auditeurs. En tout cas, j'en serai enchanté. Alors, le premier thème que je voulais te suggérer, c'est qu'on vous écoute souvent, Robbie et toi, et je trouve que ça serait super intéressant que vous fassiez un podcast sur la comparaison de vos styles de séduction. On sent bien que vous avez des styles un peu différents, même si vous avez plein de points communs et vous vous rejoignez très souvent dans vos analyses. Mais concernant le style de séduction, je trouve que ça serait très intéressant que vous puissiez mettre en perspective relativement vos deux styles, et peut-être à travers ça répondre à la question de savoir s'il existe différents styles de séduction. Je pense que oui, mais je serais super intéressé d'avoir votre avis. Qu'est-ce qui peut différer d'une personne à l'autre, d'un dragueur à l'autre? Alors attention, je ne parle pas des systèmes de séduction dont tu parles souvent. On a bien compris que Robbie, il voyage beaucoup, il est célibataire. Toi, tu as une vie de famille, et donc une logistique et quelques contraintes logistiques associées. Ça, c'est le système, c'est pas de ça que je veux parler, c'est bien du style. Par exemple, dans le dernier épisode, Comment devenir un aimant à femme, le 238, à la fin du podcast, Robbie explique qu'il y a 5 ou 6 points qui, pour lui, définissent un aimant à femme, on va dire. Savoir, par exemple, être confiant, savoir la VMA, savoir authentiquement se connecter ou s'intéresser à la femme qu'on a en face de soi. Voilà, il liste 5 ou 6 points. Par exemple, pour illustrer le thème du podcast, ça pourrait être sur ces 5 ou 6 points, comparer comment vous estimez l'un l'autre. Est-ce que vous faites les choses de la même façon ou pas? J'imagine que non. Vous avez sûrement tous les deux une opinion sur le style de l'autre et sur vous-même. Peut-être que vous estimez que vous avez, chacun d'entre vous a sans doute des points forts, peut-être aussi des points faibles. Ça serait super intéressant de vous entendre là-dessus.
Et peut-être même, au fond, est-ce que c'est grave d'avoir des points forts et des points faibles? Comment vous les avez, qu'est-ce qui est inné ou acquis? Comment vous les avez développés, ces points forts et ces points faibles? Voilà, tout ça, je trouve, ça serait super intéressant et très inspirant, peut-être. Si en tout cas, ça vous inspire, ça nous inspirera sûrement de savoir comment vous comparez vos styles l'un et l'autre. Bonjour mon cher Roby. Bonjour Consti et bonjour à tous. Roby, comme tu le sais, comme tu as pu l'entendre dans l'intro, aujourd'hui nous allons parler de style de drague, comme notre cher ami Phil nous l'a demandé. Il aimerait qu'on aborde le sujet, qu'on parle des styles de drague différents. Est-ce qu'il y a des styles de drague différents? Est-ce que toi et moi, on a des styles de drague différents? Quelles sont les différences? Et là aussi, demander de bien séparer les styles de drague des systèmes de drague dont je parle. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, Roby, j'ai une question hyper importante. Je dirais même que c'est la question la plus importante à te poser. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, Consti, merci. Oh là là là, Roby. Je sais plus quoi te dire à cette question, je suis un peu désarçonné. Je vais bien. Parce que dans ton intonation, on dirait que, bof, ouais, aujourd'hui, ouais, ça va, mais ça va. Il pleut, il est un peu... Ouais, j'avoue qu'il fait dégueulasse et ça influe sur mes émotions. Ouais. Attends, on est en fin du mois de mai et il fait dégueulasse. On dirait qu'on est en automne. C'est ignoble, quoi. Et ça fait 3 semaines et visiblement c'est global. C'est même pas uniquement dans notre cher pays où il pleut tout le temps. C'est plutôt un peu un phénomène global. Donc ouais, je sais pas. Et je t'avouerai que ça commence à faire long parce qu'il y a eu le confinement. Maintenant il y a la météo pourrie. 2021 a commencé de manière assez moyenne. Ouais. Enfin. Moi, je dois avouer que mon humeur dépend aussi fortement de la météo. En automne, en hiver, je fais des petites déprimes. C'est peut-être un peu fort, hein, l'expression est un peu forte, mais je suis quand même un petit peu plus sombre. J'espère te remonter le moral. Bon, ça sonne un peu... j'exagère. Non, mais donc on va parler des différents styles de drague. Roby, je te propose que je commence. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais te parler un petit peu... Je vais commencer, comme tu me connais, moi j'adore la masturbation intellectuelle. Car la masturbation tout court, j'ai arrêté. Il y a longtemps déjà. Parce que moi, personnellement, ça me nique. Ça nique ma libido. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis je vais parler de la valeur sur le marché de l'amour et le lien entre la valeur sur le marché de l'amour et les styles de drague. Je vais parler je vais parler du lien entre la personnalité et les styles de drague. Je vais parler du lien entre les différents systèmes de séduction et les styles de séduction. Et ensuite, je vais te décrire mon style à moi, mes points forts, mes points faibles. J'ai beaucoup plus de points faibles que de points forts, je pense. Je vais aussi mentionner quoi surtout pas faire, et puis je te donne la parole. Enfin, on va voir, hein, ça va être organique. Hein. Si tu veux me couper, tu me coupes. Si tu veux pas me couper, tu me coupes pas. Enfin, voilà, le but, c'est que ce soit une conversation. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, c'est plutôt pratique, donc c'est vraiment... Comme d'habitude, moi, je suis plutôt dans l'abstrait. Ouais. Toi, tu es plutôt dans le pratique. Oui, parce que c'est une question assez personnelle qui nous posait, surtout, j'avais l'impression. Et donc, j'en ai profité pour effectivement être un peu plus dans le personnel, parce que c'est qu'on parle pas toujours en profondeur de nos personnalités, même si ça peut un peu s'entendre, il y a pas mal d'éléments. Mais donc, j'en ai profité ici pour mettre en avant des éléments qu'on ne met pas en temps ordinaire en avant. Donc, voilà. Oui, moi aussi, je vais me dévoiler entièrement. Voilà. Ouais. Top. Ok, c'est parti. Donc, mon point de départ est l'approche systémique. Et encore une fois, cher auditeur, patiente juste 2 minutes, tu vas comprendre pourquoi c'est si utile, si puissant. Ça va revenir régulièrement dans ce podcast et en fait dans tous les podcasts. C'est juste une façon de voir le monde, de voir la vie qui va, te rendre plus... Ouais, je trouve pas le bon mot, mais ça va rendre ton sens de la réalité plus... Oh, je sais pas comment le dire, Roby. Plus objective. Plus aiguisé. Voilà.
plus nuancée, on va dire plus objective entre guillemets, car bon, ça c'est un autre sujet philosophique. Est-ce que l'objectivité, ça existe, hein? Bref, mais bon. Ça va juste aider à être plus efficace, à résoudre plus de problèmes, à comprendre les phénomènes naturels, les phénomènes de la vie plus facilement, de manière plus précise. Ta perception sera plus proche, hein, de la réalité. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, l'approche systémique. Je vais donner une définition toute courte. Hein. C'est quoi le concept central de l'approche systémique? C'est le système. Et qu'est-ce qu'un système? C'est un ensemble d'éléments qui interagissent. Pense à une voiture. Hein. Une voiture est constituée d'un moteur, d'un châssis, et de plein d'autres éléments qui interagissent. Et c'est ce qui fait cet ensemble qui est la voiture qui fonctionne. Si on décompose l'humain, toi, moi, les femmes, en éléments, voici ce que ça pourrait donner. Et cette décomposition en éléments, c'est une décomposition pertinente à la séduction. Hein? Pour la séduction, c'est inutile de décomposer un humain en... T'as le cerveau, le cœur, le foie, le système cardiovasculaire. Ça, c'est pas utile pour la séduction, hein, cette catégorisation. Pour la séduction, voici pour moi les éléments pertinents. Tu as les pensées, les émotions, le langage du corps et le comportement. Et en plus... l'humain existe dans un environnement, un contexte. Il n'existe pas dans l'absolu, dans le vide. Alors, voici. Maintenant, on va concrétiser tout ça. Tes pensées influencent tes émotions et vice-versa. Quand tu te dis « ouais, je suis inférieur, je suis pas assez bon », tu vas sentir... tu auras un sentiment de... Comment dire? Oui, d'infériorité. C'est une forme d'angoisse, de stress. Donc tes pensées influencent tes émotions et vice-versa. Tes pensées et tes émotions influencent ton comportement, tes paroles et ton langage du corps, et vice-versa. Et donc, quand tu es anxieux, tu ne penses pas et tu ne te comportes pas de la même manière que quand tu es détendu et confiant. Et ça va se traduire dans tes paroles, dans ton comportement et dans ton style de séduction. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. L'environnement. Encore une fois, hein, tous ces éléments que je viens de lister, hein, donc toi, cher auditeur, avec tes pensées, tes émotions, ton langage du corps et ton comportement, tu ne vis pas dans le vide, dans l'absolu, tu vis dans un comportement, tu existes toujours dans un comportement. Hop, maintenant on se projette dans la séduction. Quand tu es en train de séduire, c'est toujours dans un contexte, dans un environnement, et l'environnement a une énorme influence sur tes pensées, tes émotions, ton langage du corps et ton comportement. Tu ne penses pas, tu n'agis pas de la même manière que quand tu dragues dans la rue ou que quand tu dragues dans un bar. Il y a des ressemblances, mais c'est pas la même chose. Tu n'agis pas de la même manière quand tu es seul que quand tu es avec ta maman. Tu n'agis pas de la même manière, tu ne dragues pas exactement de la même manière quand tu es seul ou quand tu dragues avec des coéquipiers, avec des potes. Donc, faut tenir compte de ces différents facteurs et pour mieux comprendre comment fonctionne la vie en général et la séduction en particulier, c'est très utile de penser en termes de systèmes et de décomposer les systèmes en sous-systèmes ou en éléments, disons. Maintenant, passons à la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Encore une fois, la valeur sur le marché de l'amour, c'est ce qui détermine ton succès auprès des femmes. Ta valeur sur le marché de l'amour est composée de ton apparence physique, ton statut, ton intelligence et tes compétences sociales. De nouveau, regarde, on a le concept VMA en tant que système et on vient de le décomposer en éléments. La composition de ta valeur sur le marché de l'amour a une influence sur ton style de séduction. Un mec beau, grand, sportif, viril, avec une mâchoire carrée, une belle barbe, hein, des épaules larges, bien bâties, musclées, il aura très probablement un style différent qu'un intellectuel plus maigre, plus sédentaire, plus fin, avec du lunette, qui est plus introspectif. Le mec grand, beau et sportif, déjà, si je mets l'accent sur beau et sportif et grand, ce mec, il va probablement se faire aborder plus que l'intello avec ses lunettes un peu plus introverti. Et donc, il pourra se permettre de draguer de manière un peu plus, lean back, tu vois, détendu, décontracté,
appuyer contre le mur, montrer un petit peu plus de désintérêt. Tandis que l'intellectuel, je simplifie bien entendu, il pourra plus facilement jouer la carte de son intelligence, être un peu plus poétique par exemple, peut-être un petit peu plus mystérieux, même si le mot mystérieux ne veut pas dire grand-chose, c'est trop vague. Un autre exemple, un autre élément de la VMA, parce qu'ici je parle de quoi est-ce que j'ai parlé, du mec beau, grand, musclé, etc. Et je l'ai comparé à l'intello. Donc ici on a parlé surtout de l'apparence, le mec grand, beau, et l'intelligence, l'intellectuel. Donc on a comparé ces deux-là. Maintenant, parlons un peu du statut. Un mec avec des thunes aura un style différent qu'un mec de banlieue. Tu visualises bien le mec friqué dans un bar, assis à une table, dans la zone VIP avec des bouteilles, tu vois, et les serveurs qui viennent avec le petit seau, avec les bouteilles et les petits feux d'artifice et tout le spectacle. Donc le mec, il sera assis, décontracté, il sera en train de signaler au monde autour de lui, regardez, j'ai un statut élevé, regardez, je suis friqué. Le mec de banlieue, il peut pas jouer cette carte. Il va plus vite, plus facilement, je pense, aller draguer dans la rue. Il aura un style plus direct, plus proactif. Il va moins pêcher, il va plus chasser. Un mec de banlieue va penser autrement qu'un mec avec des thunes. Et un mec de banlieue, il va opérer dans des environnements différents aussi qu'un mec avec des thunes. Et bon, c'est une grande simplification, mais voilà. L'universitaire, l'étudiant ou le mec qui travaille, le salarié, ils vont opérer dans des environnements différents. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les styles de drague dépendent de l'environnement, de ta valeur sur le marché de l'amour, la façon dont tu penses, tes émotions, ça influence... tes pensées et tes émotions influencent ton comportement. Donc, ça a une influence sur ton style de drague. Maintenant, on va devenir encore plus concret. Là, maintenant, on va parler de la personnalité et des différents styles de séduction. De nouveau, l'approche systémique, c'est la base. Et ici, la personnalité, on va la décomposer également en sous-catégories. Et on va se baser sur le modèle des Big Five. Les grands 5, traduits littéralement. Ce sont les 5 dimensions de la personnalité. Si je ne me trompe pas, c'est l'approche, c'est la catégorisation la plus scientifique. On a toujours des critiques, c'est toujours... Mais c'est déjà plus fiable. C'est reconnu scientifiquement plus que le Big Five, plus que par exemple le MBTI, tu connais le Myers-Briggs Types Indicator, basé sur, je crois que c'est la théorie jungienne de Jung. Tu as Freud, Jung, ce sont des psychanalystes. Et voilà, mais bon, sur les sites de rencontres, surtout sur les sites un peu plus alternatifs et les applications plus alternatives comme OkCupid, mais peut-être même sur Tinder, tu vois souvent comme ça dans les profils INJK ou je sais plus moi, INJF. Ouais, tout ça c'est basé sur le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, et pour moi c'est juste de la clairvoyance. C'est pas scientifique, tu peux tout aussi bien aller voir, voilà, c'est du niveau de l'astrologie quoi. Il y en a quelques-uns maintenant qui vont dire qui sont pas d'accord avec moi. Bref. Donc, les 5 dimensions de la personnalité, selon le Big Five, sont les suivantes. Quand je dis ce sont des dimensions, donc il faut voir ça comme des continuums. T'as d'un côté, oui, ce sont des dimensions, donc c'est pas noir ou blanc. Donc je vais d'abord lister les 5 dimensions et puis je continue. Bref. Donc, première dimension, c'est l'ouverture à l'expérience. L'autre extrême, c'est la fermeture à l'expérience. Et tu peux... la fermeture, c'est comme ça que je le formule moi. Et donc, tu te situes quelque part entre ces deux extrêmes. L'ouverture à l'expérience,
c'est quoi? C'est le mec ou la femme, hein, donc c'est une personnalité plus littéralement ouverte aux expériences. Elle est plus curieuse, elle aime apprendre, elle aime découvrir de nouvelles choses, voyager. La personnalité ouverte à l'expérience aime apprendre de nouvelles théories, etc. La personnalité plus fermée à l'expérience, elle aime plus le conventionnel, la routine. Donc on peut dire que les grands scientifiques sont en général plus ouverts à l'expérience. Un comptable, un fonctionnaire, en général, ils sont plus fermés à l'expérience. C'est plus un travail routineux. Le cadre est plus ou moins plus sûr. On sait à quoi s'attendre. Ok, deuxième dimension, c'est la conscienciosité. Donc, d'une part, tu as des gens très consciencieux, et à l'autre extrême, tu as des gens impulsifs, spontanés, désorganisés. Donc, conscienciosité, c'est structure, discipline, organisation, planning à long terme. Et on en a parlé avant le podcast, car moi, j'étais de nouveau en retard, Roby, et je m'en excuse encore une fois. Je sais que, par exemple, pour l'ouverture à l'expérience, je sais qu'on est tous les deux, on a un score relativement élevé pour l'ouverture à l'expérience. Donc, je sais que toi, tu aimes bien apprendre, moi, j'aime bien apprendre. Mais au niveau de la conscienciosité, là, il y a un grand décalage. Toi, tu es plus régulier, organisé, plus fiable, plus prévisible. Toi, tu es ponctuel. Peu importe l'heure, tu es là. Mais attends, quoi. Comme une montre suisse, paf. Et moi, comme une montre suisse, paf, je suis en retard, tu vois. On peut casser la montre, mais... donc là, il y a une différence. Troisième dimension, c'est l'extraversion. Donc, d'un côté les extravertis, d'autre côté les introvertis. Je pense qu'il n'a pas besoin d'expliquer. Quatrième dimension, c'est l'agréabilité ou l'amabilité. Et l'autre extrême, c'est je ne sais pas comment on l'appelait, je l'appelle ici la non-agréabilité. Donc, c'est tout ce qui est gentillesse. Est-ce que tu es gentil, serviable, aimable, ou est-ce que de l'autre côté, tu es dominant, égoïste, narcissique, compétitif, dominant, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je sais pas, je ne pourrais pas le dire. Mais je sais que, je vais y revenir plus tard, je sais que dans la communauté, je vais y revenir. Je vais d'abord terminer par la dernière dimension, qui est celle du névrosisme ou le neuroticisme. Ici, on ne parle pas de maladie. Je ne parle pas des névroses en tant que maladie mentale, mais comme la dimension de personnalité. Donc, tu as le névrosisme ou le neuroticisme, et l'autre extrême, tu as la stabilité émotionnelle. Donc, les gens qui ont un score élevé sur le névrosisme, ils sont plus souvent... Ils ont plus des hauts et des bas émotionnels. Et l'écart entre les hauts et les bas émotionnels est plus important. Donc, en général, ce sont des gens qui peuvent être plus sombres, plus dépressifs, plus anxieux, plus douter d'eux-mêmes, avoir plus de stress, ou se fâcher plus facilement. À l'autre extrême, tu as les gens qui sont émotionnellement plus stables. Ils ont une baseline plus stable, ils sont moins vite sombres, ils sont moins vite déboussolés. Ils sont moins irrités, etc. Et quand je viens en listant comme ça les 5 traits de personnalité, parfois on pourrait dire que certains traits sont meilleurs que d'autres, mais c'est pas nécessairement le cas. Tout a des pour et des contre. C'est pas parce que tu es ouvert à l'ouverture à l'expérience n'est pas nécessairement, c'est pas mieux que être plus fermé. La conscienciosité, ça a des avantages, mais le côté impulsif, spontané, désorganisé, par exemple, en général, les gens créatifs sont moins consciencieux. Les grands artistes sont pas toujours très consciencieux. Et c'est lié, il y a une corrélation. Par exemple, le grand Mystery, de la Mystery Method, c'est un des pionniers de la communauté de séduction. Lui, il était, il était pas
au niveau de la conscienciosité, il était juste, tu peux pas compter sur lui, hein. Ce qui paraît, il venait en retard, il venait pas, mec, et au niveau du névrosisme aussi, il était, il avait un score très élevé pour le neuroticisme. Mais ce mec est un génie. Je veux dire, quand tu lis la Mystery Method, c'est lui qui a formulé ça. Attends, c'est un génie. Et je connais le copain de ma femme. Lui, pour moi, à mes yeux, c'est aussi un génie, quoi. C'est un artiste. Hein, mais tu vois que il a aussi, ses émotions fluctuent. Hein? Et donc, par exemple, si on est consciencieux, parfois, ça peut être perçu comme étant plus ennuyeux, moins plus fade. Pas nécessairement, je veux dire, ça dépend du contexte, ça dépend aussi des autres traits de personnalité. On pourrait dire que la non-agréabilité, c'est un mauvais trait. Les gens narcissiques, dominants, égoïstes, peu empathiques, qui pensent avant tout à eux-mêmes, on pourrait dire que c'est inférieur aux gens qui ont un score élevé pour l'agréabilité. Ah ben, oui et non, ça dépend du contexte et ça dépend de l'objectif. Si t'es avocat, là c'est quand même... ou si t'es... je sais pas moi, disons... chef d'entreprise. Bah, je peux très bien m'imaginer que dans certains cas, en tant que chef d'entreprise, c'est mieux d'être agréable, gentil et très aimable. Et dans d'autres cas, c'est mieux juste de foncer, quoi, et de prendre les devants et de dire c'est comme ça et pas autrement. Si ça vous plaît pas, eh ben, cassez-vous, quoi. Et surtout en tant qu'avocat, je pense que parfois, il faut vraiment... Je pense que l'agréabilité, pour un avocat, c'est plutôt une faiblesse, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, que pour résumer, que ces différents traits sont juste ces différentes dimensions sont juste des dimensions et voyez, est-ce que c'est une bonne caractéristique ou pas? Est-ce que c'est un bon trait de personnalité ou pas? Ça dépend du contexte, ça dépend de l'objectif. Donc, allez, par exemple, pour lier ça au style de séduction. Un mec introverti ne va pas draguer de la même manière qu'un mec extraverti. Toi, qui est le pionnier de la séduction, qui est le pionnier de la communauté de séduction wallonne, francophone en Belgique. Toi, t'as connu à l'époque plein de mecs. Là, t'en as vu des mecs extravertis, des mecs introvertis. Et tu sais qu'ils n'ont pas tous le même style. En parlant de la communauté de séduction, et pour lier ça au style de séduction et aux traits de personnalité, franchement, j'ai l'impression que dans la communauté, j'ai l'impression que les mecs qui ont un score faible sur la dimension agréabilité sont surreprésentés. T'as plus comme ça, j'ai l'impression, de mecs, de manipulateurs, des mecs un peu avides de pouvoir, qui vont étudier l'hypnose, la PNL pour savoir prendre le dessus sur toi, pour utiliser un ancien terme, pour te amoguer, alpha male other guy, pour littéralement te dominer, pour te prendre le dessus, ou bien pour la séduction, pour avoir le dessus sur la fille dans le contexte de la séduction. Il va utiliser des techniques furtives qui passent sous le radar pour juste avoir ce petit plus de contrôle. Et j'ai aussi l'impression que dans la communauté, les mecs qui ont un score élevé sur la dimension du névrosisme sont aussi surreprésentés. Moi, j'en suis un bon exemple. Peut-être que je projette ici, je sais pas, mais je connais quand même des gars qui basculent entre l'euphorie et la dépression. Plusieurs. En tout cas, je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de mecs bizarres. Et si nous, on fait partie de la communauté de séduction, si on faisait partie, mais par définition, on en fait partie, si on parle de séduction. Moi, j'aimerais penser que nous, on est différents. En tout cas, je vais parler pour moi-même. Je pense ne pas faire partie de ces mecs bizarres, mais parfois, j'ai des doutes. Tu sais, quand je reçois du feedback du monde externe, je me dis, Consti. Voilà. Bon, maintenant, brièvement, je vais parler du lien entre les systèmes de séduction et les styles de séduction, car pour moi, on ne peut pas les séparer. Ton système de séduction, donc les étapes que tu choisis de parcourir dans un contexte spécifique, ont une influence sur ton style de séduction. Voici 4 exemples. Tu as Hugh Hefner de Playboy,
T'as Pierre Woodman avec ses castings, le régisseur porno. T'as Dan Bilzerian, la star d'Instagram. Ensuite, comme exemple, un autre exemple, c'est le dragueur de rue typique. Et encore un autre exemple, c'est le dragueur, en soirée, le dragueur de soirée. Ces 5 types n'ont pas les mêmes styles de séduction. Je peux très bien m'imaginer que Hugh Hefner, avec les Playmates, qu'il a un style plus posé. Il laisse les femmes venir vers lui. Les femmes entrent en compétition entre elles. Elles s'essayent de se prouver pour que lui les choisisse. Parce que qu'est-ce qu'il a à vendre? Un style de vie. Pour pouvoir goûter à ce style de vie, pour pouvoir en faire partie, elles doivent se prouver et lui, il n'a qu'à choisir. Pierre Woodman, avec ses castings. Moi, je le vois un peu pour moi, c'est un mélange un peu entre un dragueur du web, un mec qui est sur et Hugh Hefner. Donc, avec ces annonces sont un filet pour attirer les femmes. Et lors du casting, une fois qu'elles sont... donc, ils filtrent les femmes. Donc, déjà, il y a des femmes qui viennent parce qu'elles sont intéressées pour faire du mannequinat, soi-disant. Du mannequinat doux, pour du charme, du soft. Et lors des castings, ils commencent gentiment avec des questions plus sages sur leur passé, sur qu'est-ce qui les intéresse, sur pourquoi elles ont choisi de faire du casting, etc. Et puis, progressivement, ces demandes augmentent de manière graduelle. Ça devient de plus en plus intime, de plus en plus hard. Et au final, quand tu vois les castings, à la fin, sa démarche est beaucoup plus agressive pour coucher avec ces femmes que celle de Hugh Hefner. Ici, c'est purement des hypothèses que je formule, car je ne sais pas comment Hugh Hefner est entre 4 murs, tu vois. Peut-être que c'est une bête, mais bon, moi, je visualise le mec, entre-temps décédé, qui a 75 ans ou même 80, 85. Ouais, je le vois pas être hyper agressif avec les femmes. Tu vois. Tandis que Pierre Woodman, bon, on a des preuves sur vidéo qu'il est quand même très trash, très dominant, très animal avec les femmes une fois que ils sont intimes, quoi. Dan Bilzerian, la star d'Instagram, lui, c'est un mélange entre lui, c'est le style Hugh Hefner. Mais par contre, lui, entre-temps, il a été démasqué. Lui, c'est un arnaqueur. Dans le sens où Hugh Hefner, il a vraiment construit cet empire de Playboy. Il menait vraiment ce style de vie. Il avait vraiment les ressources, les finances, les moyens pour financer ce style de vie. Tandis que Dan Bilzerian, en fait, à ce qu'il paraît, de ces derniers mois, ce qu'il paraît, c'est qu'il avait créé une entreprise et il vivait avec les thunes des investisseurs, et son entreprise ne faisait que perdre des thunes, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, donc c'était un bateau qui était en train de couler, et lui, et entre autres, enfin, pas tout, mais une grande partie de ses followers sur Instagram, c'est juste acheté, c'est pas des vrais followers, c'est juste... voilà. Et donc, il s'est créé une fausse image, tu vois, et il a exagéré son statut juste pour attirer des femmes, pour assouvir son besoin. Il a quand même bien profité, le porcelet. Oui. Oui, attends. Ouais, dans les dishonest signals, pour utiliser un terme de la psychologie évolutionniste. Maintenant, le type suivant, le dragueur de rue typique, oui, c'est clair qu'il n'a pas le même style que ceux que je viens de lister. Lui, il va traîner dans les rues pendant des heures, un peu comme un prédateur à la recherche d'une proie. Puis, une fois qu'il voit sa proie, il prend son courage à deux mains pour ensuite attaquer. Pour attaquer entre guillemets, mais pour acheter quelques secondes du temps précieux de la fille, quelques secondes précieuses pour pouvoir faire sa petite danse, sa parade nuptiale, pour que la fille lui accorde encore quelques minutes, pour qu'il puisse encore plus lui démontrer de quoi elle est capable, pour l'hypnotiser entre guillemets, pour qu'elle commence aussi un peu à danser avec lui. C'est un style complètement différent, une démarche complètement différente, et ça prouve que on ne peut pas séparer le style du système. Et pense aussi à la VMA. Hugh Hefner, Dan Bilzerian, ils ont un statut hyper élevé. Ils n'ont pas besoin de traîner dans la rue. Ils peuvent, avec leurs ressources, leur argent, et leur intelligence et leurs compétences sociales, se créer un système qui fait rentrer les femmes, et eux, ils n'ont qu'à choisir. Tandis que la dragueur de rue, comment est-ce qu'il peut faire entrer des femmes dans son entonnoir de marketing
en faisant ce qui est en chassant dans la rue, ce qui est en fait l'équivalent du porte-à-porte, quoi. Tu frappes à la porte, t'es intéressé, non, toi t'es intéressé, non, t'es intéressé, non. Le dragueur de soirée, c'est pas plus ou moins un peu, comment dire, vous voyez, là, il y a une ressemblance entre le dragueur de rue, sauf que en soirée, tu dois avoir un style un peu plus agressif, plus animé. Il y a plus de chaos, d'imprévisibilité, parce qu'il y a l'alcool, il y a les amis, les autres dragueurs qui viennent, les autres mecs qui viennent intervenir. Mais bon, en soirée, t'as aussi les mecs qui jouent un peu plus sur leur statut, comme je viens de le dire au début, qui ils sont assis dans la zone VIP avec les bouteilles de champagne, de vodka, qui sont en train de frimer avec leur thune pour attirer les filles, quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais terminer par lister mes points forts et surtout mes points faibles. Moi je pense être plutôt cash, direct, mais bon, je pense... parlant de mon style de séduction. Mais bon, il y a beaucoup de mecs qui pensent être cash direct, qui pensent être honnêtes et tout ça. Je pense qu'on ment tous à un certain niveau. Ouais. J'en suis même sûr. Moi, personnellement, j'adore les techniques. J'adore les techniques de drague, les phases, les routines. Mais ce qui est bizarre, c'est moi, je les adore avant tout pour la stimulation intellectuelle. J'adore apprendre de nouvelles choses. Mais en réalité, quand je les utilise, je m'en lasse très vite. Je passe à autre chose, et je cherche maintenant, après je cherche une nouvelle chose, une nouvelle dose de dopamine. Je cherche un nouveau truc à apprendre pour tester si je vois que ça marche. Je m'en lasse. Il y a des années, je me suis fort intéressé à l'hypnose et j'ai passé pas mal de temps et j'ai testé plein de trucs et j'ai fait des trucs vraiment de ouf avec l'hypnose. Faire jouir des femmes sans les toucher. Leur procurer de multiples orgasmes juste avec les paroles et tout ça, ça sonne incroyable. Mais pourtant, c'est vrai. Et maintenant, ça m'intéresse plus. Vraiment, j'arrive plus. Pas parce que je ne peux pas. Oui, maintenant, j'ai oublié. Je pourrais me rafraîchir la mémoire, mais je ne peux plus. Juste parce que j'ai pas envie. C'est comme si je te demandais, Robbie, viens, on va faire de l'escalade. Mais non, je m'en fous, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc les techniques et tout ça, j'adore pour la stimulation intellectuelle. Et oui, j'utilise les techniques dans mes séductions, mais uniquement au moment clé, tu vois. Quand je dis moment clé, c'est ça peut-être quoi. Enfin, c'est pas moi, proposer le numéro. C'est demander le numéro, proposer de passer du lieu de rendez-vous vers chez moi, tu vois. Mais alors, à ce moment-là, j'utilise des techniques seulement si je n'ai pas de meilleure réponse spontanée et adaptée à la situation à ce moment-là. Hein. Si il y a un bon feeling, le courant passe entre moi et elle, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien, je la comprends, je suis empathique, elle me comprend, elle est empathique. Il n'y a pas de technique. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment au dernier recours. Si je n'ai pas d'inspiration, j'utilise des techniques. Alors, le point suivant. Sur le continuum, court terme one shot et, à l'autre extrême, long terme, relation exclusive, relation vraiment à long terme, moi, je me situe un peu au milieu. Moi, je pense que toi, tu es vraiment, vraiment plus vers l'extrême court one shot. Ok, tu séduis une fille, tu couches une, deux fois avec, peut-être trois, je sais pas, et puis hop, tu passes à la suivante. Ouais, Moi, j'aime plus développer en général que quand ça passe. Quand c'est bien, quand elle me plaît. Ouais, j'aime bien le revoir, moi. Longtemps, 5 fois, 7 fois, 10 fois, des années, parfois, des années. Voilà, donc, intellectuellement, j'aime la nouveauté, comme je viens de le dire. J'aime apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles théories, constamment de nouvelles choses pour stimuler mon cerveau. Mais d'un point de vue relationnel, oui, je suis plus dans la stabilité, la durabilité. J'ai besoin moins de nouveautés. Car très vite, je me sens vide. Il y a un truc qui va pas. Je me sens, seul. Je me sens vraiment seul. C'est très bizarre. Je tombe un peu dans un vide affectif. Alors, quels sont mes points forts en matière de séduction ? Moi, je dirais que mes points forts sont créer de la tension sexuelle lors du rendez-vous. Le relationnel, je suis très fort à développer des relations, à maintenir des relations saines, à gérer les conflits en relation, et je pense aussi être bon au sexe.
J'ai eu pas mal de retours, de très bons retours, mais bon, il se peut qu'elle me flatte l'ego, juste pour ça. Juste que c'est pas vrai, mais qu'elle me flatte juste l'ego. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que j'ai quand même eu pas mal d'expériences aussi où c'était pas top. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis si bon en sexe? Parce que... non, sans vouloir frimer. Pourquoi est-ce que je pense être bon en sexe? Parce que je me suis... Et encore, je m'y intéresse. J'ai lu des bouquins, j'expérimente, j'ai regardé des vidéos, des formations en ligne, encore et encore, je teste, j'expérimente. J'essaie de marier cette curiosité intellectuelle à l'expression sexuelle. Hein? Et oui, parfois, mon vieux, tu découvres des trucs. Par exemple, parler au lit. Tout ce qui est dirty talk, smooth talk et hypnose pendant les préliminaires, pendant l'amour, pendant la pénétration. Mon vieux, ce que tu peux faire avec ça, c'est incroyable. Ça ouvre un autre univers. Ça t'ouvre des portes, un monde que tu connaissais pas. Enfin, quand je dis tu, je parle pas de toi, mais on en général. Hein. Et oui, il y a des femmes qui... Oui, il y a des femmes qui ont été accros à moi, sexuellement. Il y a des femmes qui sont tombées très vite amoureuses juste parce qu'elles ne savaient pas que ça existait. À plusieurs reprises, j'ai été le mec qui leur a procuré des orgasmes pour la première fois. Femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme. Bon. Ça, chaque dragueur qui a un certain palmarès a vécu ça. Hein, mais voilà, bon, si je dis moi-même ce que je pense être mes points forts et mes points faibles. Et moi, je pense, je connais personne d'autre qui a autant d'années relationnelles cumulées que moi. Hein, donc, je ne sais pas comment le formuler autrement. Dirons des total relationship years. Hein, le total cumulé d'années relationnelles. Car n'oublions pas que ça fait 14 ans que je suis avec ma femme. Pendant ces 14 ans, on a eu une relation ouverte dès le début. Hein, pendant ces 14 ans, j'ai eu plein d'autres relations qui ont duré des années. Hein, jusqu'à 5-6 ans. Hein. La même femme, et à côté de ça, encore d'autres qui ont duré des semaines, des mois, des années, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai eu un peu de tout, quoi. De one shot, un soir, jusqu'à 14 ans. Et tout ce qu'on peut avoir entre les deux, tu vois. Je me suis situé un peu partout. Pardon. Au niveau de la balance, je me suis situé un petit peu partout. C'est-à-dire, j'ai eu des femmes qui ont été amoureuses de moi sans que moi je sois amoureux d'elles en retour. J'ai eu le cas inverse, où moi j'étais amoureux des femmes qui n'ont pas été amoureuses de moi. Je me suis fait larguer, j'en ai ghosté, je me suis fait ghoster, j'ai eu des conflits, j'ai dû gérer des jalousies, des crises de jalousie, j'ai eu des trisomes, visité des clubs échangistes avec des femmes différentes, enfin, à ce niveau-là, je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs qui ont autant d'expérience que moi dans la communauté. À ce niveau-là. Hein. Donc, ouais, encore un autre point fort chez moi, c'est l'amour. Donc, littéralement, la capacité à aimer et à montrer, à exprimer mon amour. Donc, me donner, hein, vraiment laisser couler les vagues de plaisir, de désir, d'excitation, d'attachement, d'appréciation, d'affection. Oui, traiter les femmes comme des petites princesses, des petites poupées, voilà, les protéger, etc. Exprimer ce sentiment. Il y en a qui adorent, et il y en a qui détestent. Oui, il y en a qui sont ouvertes à ça, qui sont très sensibles à ça, et se donnent comme des petites poupées, se soumettent et se donnent, et elles font dans mes bras. Et il y en a d'autres qui me regardent, froncent les sourcils. Bon, je veux juste que tu me prennes comme une bête, quoi, mec. Arrête avec tes trucs tout doux. Arrête de te comporter comme un toutou. Ah d'accord, viens ici, petite salope. Alors là, ah bah oui, là, elle se mange des claques, quoi. Au sens figuré, au sens littéral, mais je veux dire dans un contexte sûr, mais dans un contexte sexuel. Donc moi, personnellement, je pense que je me trouve vraiment, je me situe dans l'intersection entre le coach de drague, le coach relationnel et la troisième catégorie, c'est tout ce qui est polyamour, quoi. Hein? Car quand j'entends, par exemple, d'autres coachs de drague parler, ou bien tu sens qu'ils ont un manque d'expérience, ou bien tu sens qu'ils sont vraiment dans le technique, dans la manipulation. Et parfois, quand j'entends des coachs relationnels, je me dis, oui, ouais, ils n'ont rien vécu, ça s'entend. Ça s'entend que c'est juste du copier-coller d'autres YouTubers. C'est pas authentique, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas du vécu. C'est pas vécu. Ouais.
Mon point faible, c'est l'approche. J'aborde, bien entendu, mais quand, par exemple, toi, oui, je sais qu'il y a d'autres mecs qui sont juste beaucoup plus doués que moi, sont plus fluides. Et moi, j'ai beau aborder, c'est comme si je reste un diamant brut. C'est pas aussi poli, raffiné que d'autres mecs. Donc, voilà, comme toi, par exemple, Roby, je sais que, enfin, toi, tout ce qui est approche et toutes les phases après l'approche, vraiment le processus de séduction, t'es tellement fluide, mon vieux, je te dis. Mais maintenant, quand je fais de la pub pour toi auprès des femmes. Donc, oui, enfin, tu connais les scènes où après l'amour, tu restes dans tes bras, vous papotez encore quelques instants. Peut-être tu connais pas, peut-être que t'es le genre de mec qui se casse tout de suite. Pas toujours, je pense. Bon. En tout cas, mentalement, tu te poses la question, merde, comment je fais pour me casser ou pour le faire partir? Bref, parfois, je parle de toi, je dis, ouais, j'ai un pote, c'est mon partenaire dans le business, c'est un mec, putain, quoi, la fluidité. Ah, alors, elles sont intriguées. Raconte comment il fait. Je dis, écoute. Et là, je commence à raconter des histoires. Donc oui, voilà, c'est l'approche juste, voilà, c'est plus brut, c'est moins poli, c'est plus, comment dire, je sais pas comment le formuler autrement. Encore un autre point fort, c'est tu sais que, c'est un truc qui manque aussi chez pas mal de mecs. Je suis gentil et empathique avec moi-même. Mm-hmm. J'écoute mes émotions. Donc là, par exemple, je sors. Et pour une raison ou une autre, le moteur ne va pas démarrer. J'ai un peu rouillé, je fais une session de 3 heures, 4 heures, et je ne fais pas assez d'approche. Parce que j'ai les démons internes. J'ai eu la trouille, par exemple. J'ai eu des excuses. Je ne vais pas rentrer chez moi en me disant « Putain, je suis un loser, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne vais pas me juger, je vais me dire « Ok, j'ai eu la trouille, j'ai pensé ne pas être à la hauteur, j'ai laissé mon angoisse prendre le dessus aujourd'hui. Ça ne sert à rien de me sentir coupable maintenant, de me punir une deuxième fois. Je me suis déjà senti anxieux lors de la session. Et voilà. Et puis, c'est parti, c'est fini, j'en souffre plus. Mmh. Ou bien, je drague, je suis en interaction avec une fille. Si le courant passe pas, il passe pas. Et si je n'ai pas de feeling, moi, je me dis, j'ai envie, je veux la revoir. Je vais pas me forcer, tu vois, je vais pas me forcer juste pour faire du chiffre, pour faire, pour la niquer, quoi, pour le numéro. Voilà, ça c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc, j'écoute mes émotions, tout simplement. Plus, voilà. Ce qui me mène au point suivant, qui est un autre point fort, c'est que je suis fort en introspection. Et donc, m'observer moi-même, m'analyser moi-même, et appliquer l'approche systémique sur mon fonctionnement interne. Donc, j'observe mes pensées, j'observe mes émotions. Et donc, pour un petit peu plus d'infos à ce niveau-là, cher auditeur, je t'invite à écouter l'épisode 153 et l'épisode 150. Car là, pour moi, ça reste mes 2 meilleurs podcasts que j'ai jamais créés. Mais bon, il y a peu de gens qui les apprécient vraiment, car il y a du concret. Là, j'analyse mes propres interactions. J'analyse une session de drague où je raconte la session et tout, avec l'approche, tout ce qui jusqu'à la conclusion. Mais je donne vraiment une vision de ce qui se passe en moi, à l'intérieur, comment je pense. C'est l'épisode intitulé « J'optimise mon monde intérieur pour ne pas foirer le coup avec une fille intéressée », l'épisode 153. Et l'autre, c'est « Ma plus grande révélation en matière de drague des 10 dernières années », c'est l'épisode 150. Point suivant, j'ai presque fini. J'aime surtout comprendre pourquoi un truc fonctionne. Donc j'aime bien creuser, analyser, comme on peut l'entendre dans les autres épisodes. En ce qui concerne la drague en soi, on va de nouveau un peu ressortir de tout ce qui est intellectuel. J'aime draguer seul, moi. En journée, en soirée, j'aime draguer seul. Comme ça, tu te fais pas chier avec à gérer les autres, avec les attentes des autres. Tu peux le faire à ton propre rythme. En soirée, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me trouver un copilote sur place. Donc je rencontrer juste un mec et vraiment faire un copilote. Donc dire, écoute mec, je suis à la chasse et toi tu m'as l'air d'un mec sympa, viens on va draguer ensemble.
Mais souvent, les mecs n'ont pas d'expérience, donc ils sont déjà, pour commencer, inférieurs à ce niveau-là à moi. Ça les impressionne que je leur dise ça les intrigue, ils veulent tout de suite participer, car ils savent qu'ils vont rencontrer des filles, parce qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils sont intrigués, parce que tout de suite, ils sont OK pour me suivre dans mon aventure. Ça booste mon estime, ça booste mon enthousiasme. Quelque part, je peux me mettre au-dessus d'eux, tu vois. En fait, c'est une façon de booster mon estime personnelle sur le dos d'un autre. Mais lui aussi, il en profite. Hein, sinon, il est là assis, il fait rien avec sa petite bière, en train d'attendre, tu vois. Mais avec moi, il vit des aventures. Il attaque, il chasse. Ou en tout cas, je lui apporte des gonzesses. Donc, c'est un truc que j'adore faire pour booster mon moral en soirée. Un autre point faible, c'est vraiment de draguer en groupe avec d'autres dragueurs. Surtout avec des clients ou des auditeurs, car ils me mettent sur un piédestal. Hein, et moi, ça met une pression. Ouais. Hein, ils attendent de voir des trucs incroyables. Quand tu montres une fois comment tu fais. Oui, mais moi, je mange surtout des ratons. Hein. Attends, je vais tout de suite descendre de mon piédestal. Tu vas être déçu, quoi. Tu vas me voir foirer, tu vas me voir bégayer. Surtout, mes premières approches vont être raides. Tu vas voir la nervosité sur mon visage. Tu vas voir que je me crispe et tout ça. Oublie. Donc oui, quand tu dragues en groupe avec d'autres dragueurs, membres de la communauté, tu as plutôt une relation triangulaire. C'est comme si quand ils me le demandent de le faire, alors j'aborde la fille. Pourquoi ? Pour les mecs, tu vois, et pas pour la nana. Ça nique mon inner game. Ma morale, quoi. Et tu sais qu'il y a certains membres de la communauté, ils sont compétitifs, tu vois, ils essayent de te dominer, de te casser, de te montrer qu'ils savent mieux faire. Il y a comme ça parfois une compétition un peu toxique entre les players, les dragueurs de la communauté de séduction. Donc, il faut faire vraiment attention avec qui tu t'associes, avec qui tu choisis comme copilote, car certains peuvent vraiment niquer ton moral. Ouais. Leur but n'est pas de niquer ton moral, le but est surtout de booster leur propre moral. Et parfois, tu en sors perdant. Hein, eux, ils boostent leur moral, toi, ton moral est niqué. et voilà. Donc, pour ça, le vieux renard, vieux dragueur chevronné, hop, je préfère sortir juste seul toute la nuit. Et là, je vis aussi des aventures, mais magnifiques, quoi. Où en journée, hop, ma petite bouteille d'eau, je sors à l'œuvre, à mon aise. Je fais tout à mon aise, mon tempo, car je suis plutôt lent. Tu vois, mon moteur démarre lentement. Mais une fois qu'il marche, oh là là là. Je vis de choses magnifiques. Ok, je termine avec un conseil. Surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Cher auditeur, c'est juste de modifier ton comportement pour paraître plus séduisant sans avoir d'objectif concret en tête. Là, il y a des mecs qui, du coup, ils se comportent différemment. Ils apprennent des techniques, ils vont juste balancer des techniques aux gonzesses, juste pour tester les techniques, où ils essayent de se comporter de manière plus séduisante, comme James Bond ou comme George Clooney. Ils vont prendre un petit air mystérieux, comme ça, parce qu'ils sont en train d'apprendre à séduire. Et je n'en vois pas l'intérêt. C'est juste bizarre. C'est bizarre. Il faut pas modifier ton comportement, il faut juste que tu développes ton propre système, tes propres séries d'étapes, que tu parcours ces étapes pour arriver à la conclusion. Alors, quand je dis à ne surtout pas faire, ne modifie pas ton comportement pour paraître plus séduisant sans avoir d'objectifs concrets en tête, quels sont ces objectifs concrets ? Par exemple, l'approche, prendre le numéro, proposer le rendez-vous, fixer le rendez-vous, créer de la tension sexuelle lors du rendez-vous et transiter du lieu du rendez-vous vers chez toi ou elle. Là, ce sont des moments clés. Et à ce moment-là, pour ces moments clés, oui, tu peux apprendre des techniques, oui, tu peux modifier tes comportements justement pour atteindre pour parcourir ces étapes intermédiaires, pour arriver à la finalité qui est voilà. Mais sinon, pour le reste, si c'est juste pour paraître cool, non, quoi. Non. Ouais. Voilà, j'ai fini. Je suis d'accord. Ouais. Je te donne la parole, Rolly. Merci. Non, très intéressant. Très intéressant ce que tu dis.
Je voulais juste rajouter un point qui sort un peu de ce que j'avais écrit, parce que je rebondis sur les différents types. Tu as pris Hugh Hefner, Dan Bilzerian, etc. Et c'est que je suis 100% d'accord que si tu as déjà un très bon système et un bon, par exemple Hugh Hefner ou même Dan Bilzerian avec son Instagram et son style de vie, je trouve quand même que parfois, allez, tu prenais après l'autre extrême du dragueur de rue, et je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, même si tu as en tout cas selon moi, même si tu as du succès dans certains systèmes, ça n'empêche pas que de temps en temps, si tu sais comment aborder en rue, de temps en temps, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir le faire, même si t'es... Respect pour les deux, hein. Respect pour les, je dirais même, parfois, parce que y a pas... Pour ce qui est paire de couilles, pour ce qui est compétence sociale, j'ai encore plus de respect pour le dragueur de rue, car il n'avait que sa bouche, il n'a que lui. Hein, oui, et puis il y a surtout deux images. Il y a vraiment effectivement le dragueur de rue, tu vois, un peu comme dans le film d'Alain Soral de l'époque, comment il s'appelait encore, Confession d'un dragueur, où tu vois le dragueur qui est pauvre, qui va voler. C'est vraiment dans toute un peu, c'est vraiment une sorte de laideur même de la drague de rue. Mais après il y a la drague de rue. Allez, moi si j'ai d'exemples en tête, par exemple, tu te balades un dimanche après-midi dans une belle ville autour d'une je sais pas moi, d'une basilique ou peu importe, et là tu vois un groupe de deux filles. Vieux centre-ville historique, voilà, magnifique, centre-ville historique, t'es bien, les filles sont bien habillées, tu vois un groupe de filles qui est accoudé, je sais pas, sur un pont ou sur, tu vois, par quelque chose, et puis hop, tu vas les aborder. Et ça peut être extrêmement sensuel. C'est pas forcément la drague d'un quelqu'un qui observe, sa proie, qui n'a que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça peut avoir un côté romantique et beaucoup moins laid et chasseur, affamé. Exactement. Donc après, c'est certain qu'il y a une question d'habitude aussi. Voilà, les gens ne se posent pas non plus la question. Puis je pense qu'il y a surtout une question d'ego également. Les gens qui ont facilement du succès via un autre environnement, pourquoi est-ce que finalement ils iraient prendre le risque de se prendre un râteau en allant aborder en rue, en allant chercher le difficile quelque part alors qu'ils ont le facile à disposition? Mais bon, l'un dans l'autre, moi je trouve que d'avoir des compétences dans tous ces domaines-là, c'est positif, parce que parfois tu vois une fille, et moi personnellement, quand je vois les filles que j'ai eues en rue, en termes de qualité, si je prends sur 10-15 ans, c'est quand même une qualité qui est globalement plus élevée que ce que j'ai eu en moyenne sur le web dating, par exemple. Typiquement ça. Donc, web dating, c'est facile. En tout cas, une certaine sorte de facilité. Donc, tu as une bonne valeur, tu attires suffisamment de personnes. Mais quand je vois les filles que j'ai eues via la rue ou via le monde réel, je me dis, quand même, ok, d'accord, c'est facile sur le web dating. Il y a une sorte d'abondance. C'est un système qui est rodé, qui est là tout le temps, hein, toute la journée, toute la nuit. Mais quand même, pouvoir aborder en rue, et quand tu vois vraiment une fille qui te plaît énormément, ça a quand même quelque chose que je pense même ces mecs-là aimeraient pouvoir faire, je pense. Tu vois? Enfin voilà, petite parenthèse fermée. Oui. Je me suis un peu écarté. Donc d'abord, je voulais reprendre maintenant dans la... Comment dire? Dans le bon sens. D'ailleurs, remercier déjà Phil pour son message. Ça fait plaisir d'avoir des feedbacks positifs comme celui-là, tout simplement. Voilà, ça fait un feedback positif, et ça me donne l'occasion de répéter aux gens qui n'hésitent pas s'ils ont une question particulière. Parfois, forcément, il y a des sujets qu'on répète parce que bon, c'est pas non plus quelque chose. Tu veux dire, forcément, il y a des sujets qu'on répète parce que c'est pas non plus, je trouve, comment dire, sans fin, mais interminable, mais on essaie de les répéter sous d'autres angles. Typiquement, récemment, avec le Covid, le confinement, on a essayé d'attaquer des sujets sous un autre angle, et donc n'hésitez pas, quand vous avez une question qui reprend certes une problématique qui n'est pas nouvelle, mais sous un angle différent. Moi, personnellement, je trouve ça super intéressant, parce que on peut prendre un sujet générique, mais je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une application pratique et de répondre à cette application pratique. Donc merci pour cette question, et n'hésitez pas pour les questions futures. Et maintenant, je réponds à la question donc de Phil. Et moi, j'ai mis ça en 3 points. Donc pour moi, quand on parle de style de séduction, déjà, j'ai mis style de fille.
le style à proprement parler, et je termine avec 2 lignes sur est-ce qu'il existe différents styles de styles de séduction qui sont les questions qui sont posées par Phil. Alors je trouve que quand on aborde aussi la question du style de séduction, il faut aussi parler du style de fille. Parce que de but en blanc, quand je regarde moi mes expériences, surtout ces dernières années, il est clair qu'il y a un schéma qui se répète avec les filles avec qui je matche le plus. Voilà, il y a un certain style similaire, un style et un style de vie ou un parcours de vie similaire. Par exemple, c'est un certain style vestimentaire, des filles d'un certain milieu, des filles qui ont, qui parlent plusieurs langues, qui ont beaucoup voyagé, qui sont ouvertes sur le monde. Et donc, forcément, mon style de séduction s'accorde parfaitement à ces filles-là. Et donc, forcément, quand ça fonctionne bien, c'est parce que voilà, il y a tous les éléments qui viennent s'emboîter les uns dans les autres. Et voilà, mon style, voilà, pour moi, pour mon système, avec le filles que j'apprécie, c'est génial. Par contre, et attention, je crache pas dans la soupe, bien au contraire, parce que je reprends l'expression que tu aimes bien, je suis ouvert comme une vieille pute. C'est-à-dire que si Arnaud, et je conseille, il faudrait qu'on mette ce petit passage dans les ressources, c'est fantastique. Ouais, je vais le mettre. D'ailleurs, ce serait génial. Enfin, c'est un chanteur d'origine belge, d'ailleurs, d'origine flamande, qui donne une interview en français et on lui demande où est-ce qu'il préférerait jouer, dans quelle salle particulière il pourrait se produire. Il dit, écoute, moi, je suis ouvert comme une vieille pute. Tu vois le bazar. Tu vois le bazar. Et ça se passe au journal télévisé, un truc similaire en direct. Hein, donc j'adore. Le présentateur qui est plutôt coincé ne sait pas où se mettre. Enfin, fantastique, quoi. Donc pour moi, c'est un peu la même chose. Je suis super ouvert, c'est-à-dire que d'un point de vue sexuel, d'un point de vue envie, je pourrais aimer les côtés un peu artistes, alternatifs, tatoués. Ce côté, voilà, ça m'excite bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'il y a moins de chances qu'on s'accorde, qu'on s'accorde tout court. Donc le style de fille a clairement aussi une importance. Connaître le style de fille, enfin tu le sens la plupart du temps, hein, avec qui tu connectes. Il faut simplement voir le schéma, hein, regarde un peu avec qui tu as connecté ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années plutôt, et tu vas voir que forcément il y a un style qui se détache. Ouais. Donc pour moi, voilà, le style, tout à fait vrai. Style de séduction, c'est aussi avant tout un style de fille avec qui tu connectes. Sur le style à proprement parler, donc si on parle de mon style, parce que j'ai pris cette question pour un peu nous parler de nous un tout petit peu, sur mon style, style de séduction, si je suis vraiment honnête et transparent à 200%, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est un manque d'amour propre? Est-ce que c'est une revanche intense envers la vie, sachant que mon adolescence en matière de séduction, c'était tout sauf du succès? Mais c'est vrai qu'à part une vraie relation, parce qu'on a habité ensemble, on a même voyagé ensemble, on a habité à l'étranger ensemble, à part une vraie relation qui a duré plus ou moins 2 ans, le reste, donc de mes 17 ans à mes 34, donc ça fait 17 ans. Sur 17 ans, j'ai eu 2 ans de relation. Donc le reste, ce n'est... Est-ce que c'était une relation monogame? Oui, j'ai essayé de transiter vers la non-monogamie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Mais donc à part ces 2 ans, le reste, ce n'est que du court terme. Et quand je dis court terme, je parle vraiment en moyenne 2 fois. C'est-à-dire, je vois la fille 2 fois, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te situes vraiment tout à fait à l'opposé. L'extrême dont je parlais. Exactement, je suis dans l'autre extrême. Et parfois, c'est 3 ou 4 fois, mais c'est vraiment rare quand c'est plus long. Hein. C'est peut-être pour ça que je parle tout le temps de ma règle des 3 rendez-vous, parce que pour moi, il n'y en a pas de 4e. Donc, la plupart du temps, c'est peut-être pour ça que j'aime bien ça. Mais... Ouais, attends, je comprends pas, parce que quand on parle, pour moi, de mon point de vue, quand on parle de la règle des 3 rendez-vous, c'est si après 3 rendez-vous il n'y a rien eu, oublie, oublie quoi. Oui, je sais, mais là, et pour toi c'est une autre règle. C'était un peu sarcastique, c'était que pour moi, comme il n'y a pas de 4e rendez-vous, il vaut mieux que ça se passe lors des 3 premiers, quoi. Donc, voilà. Non, je capte. Qu'il se passe quelque chose ou pas, il y aura que 3 rendez-vous. Oh là là, Robbie. Ouais. Si une femme nous écoute, elle va... Après, voilà. Aïe.
Mais par rapport à ce style de séduction que j'ai, donc je me plais souvent à le dire que la façon dont je m'y prends, donc ce n'est pas incompatible avec le fait de chercher à construire plus longtemps. Je parle ici en termes de relation. Oui, tout à fait. Le fait que je ne prolonge pas, que ça n'aille pas plus loin que les 2-3 rendez-vous, c'est pas lié à la manière dont je m'y prends, mais c'est plutôt mon manque d'envie, mon manque d'investissement. Par la suite, c'est simplement, j'ai simplement pas envie d'aller plus loin la plupart des. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont je m'y prends. La façon dont je m'y prends, c'est de faire avancer les choses. J'ai une structure, je sais comment, amener les choses pour que finalement on ne perd pas de temps, que je sache que la fille est intéressée ou pas, et qu'on puisse conclure. Voilà. Mais ça n'empêche pas bien au contraire, quand il y a eu des filles avec qui que j'ai vu plusieurs fois, c'est des exceptions, mais ça n'a pas empêché que ça se passe en matière d'intimité assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un autre podcast là-dessus, mais pour moi, la rapidité à laquelle l'intimité intervient n'a pas d'impact particulier sur la longueur que la relation doit avoir. C'est plutôt l'intention qu'il y a aux alentours, c'est l'investissement mutuel, c'est pas mal d'éléments, mais la vitesse de l'intimité, pour moi, c'est une composante. Donc voilà, ça c'est mon style. Voilà, c'est mon style, c'est comme ça. C'est c'est une première chose. Je sais pas d'où ça vient. Ça va peut-être se calmer un jour. Je sais, c'est vraiment quelque chose de compulsif, c'est quelque chose d'addictif. Et puis, il faut être aussi tout à fait honnête. Encore une fois ici, j'ai une sorte d'immunité. Je suis immunisé. Enfin, pas immunité, plutôt immunisé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal après 17 ans à obtenir de la stimulation. Parce que quand tu as fait autant de rendez-vous, je n'ai pas compté, mais peut-être entre 1000 et 1500, facilement, en termes de filles couchées, je pense que je suis entre 300 et 350. Les filles embrassées, on ne compte même plus. Donc, je suis tout simplement moins motivé aussi. Et j'ai vraiment du mal à trouver de la stimulation. Mais de nouveau, on parle de mon style ici. Je sais pas un conseil, c'est pas une règle générale, parce que c'est mon style de séduction. Donc c'est pour ça que c'est très lié court terme, parce que je me connais très bien. Et je sais qu'à partir d'un certain point, je perds la motivation qu'il y ait eu ou pas de l'intimité. Et donc, quelque part, je me dis autant en profiter quand même un tout petit peu parce que bon, il y a du temps qui est investi, il y a de l'argent aussi, il faut pas le minimiser. Et donc, j'aime bien profiter. Et attention, j'apprécie la fille, c'est pas fait mécaniquement, bien entendu, mais je sais que après 2-3 rendez-vous, j'ai tendance comme ça un peu à me désintéresser et à perdre de l'intérêt, de la stimulation. Donc, j'ai tendance à aller voir quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on en parle souvent, toi et moi. Toi, t'aimes bien. Tu trouves que c'est plus compliqué de commencer, et donc après c'est de trouver des nouvelles. Donc tu aimes bien aussi entretenir celles que tu as déjà. Et c'est vrai que c'est du boulot. Attention, trouver à chaque fois des nouvelles filles, c'est du boulot, mais voilà, moi je préfère. Ça pourrait être plus facile de garder un cheptel quelque part, tu vois, et d'avoir un groupe. Et d'entretenir ce groupe et de voir l'une et puis de voir l'autre, etc. Mais ça m'est jamais arrivé parce que j'en avais tout simplement pas envie. Donc ça c'est mon style. Voilà. Donc quels sont les points forts et les points faibles avec tout ça? Eh bien écoute, c'est très simple. Les points forts, c'est ce côté un peu speed seduction, donc ce côté rapide. Je sais vraiment fort dans le sens faire avancer les choses. Voilà. Parfois, ça fait même peur. Je peux dire, ok, je commence à 15h et je sais qu'entre 18 et 20h, si j'ai fait bien avancer les choses, ça se passe, quoi. C'est vraiment maintenant bien sûr, c'est pas toujours au premier rendez-vous, c'est pas toujours après 4h ou 3h. Ah, tu parles de quoi quand tu commences à 15h? Tu parles du rendez-vous, de la session de drague? Je parle du rendez-vous qui finit par l'intimité. Oui. Ça peut vraiment se dérouler dans une time frame, dans un laps de temps très limité. Donc, j'ai vraiment développé au fil des années ce côté très speed seduction, au sens vraiment premier, c'est-à-dire ça se passe... Et tu partages ces connaissances dans ta formation, le script? Oui, mon programme est avant tout... ma formation est plutôt liée dans le fait de faire avancer les choses, c'est moins qu'on puisse dire, ma persévérance... Le lien se trouve dans la description, cher auditeur. Ma persévérance... clairement un point fort. Je pense cette faculté d'insister
en essayant toujours de garder un équilibre, de ne pas dépasser les frontières, même si parfois c'est limite. Donc voilà, cette persévérance, cette assertivité. Tu parles persévérance dans le contexte d'une interaction avec une fille en particulier. Oui, on parle des filles. Hein, ouais. Non, une fille en particulier ou avec les femmes en général, que après t'avoir mangé X râteaux, tu persévères. Ou est-ce que tu veux dire donc, est-ce que tu persévères dans ta session de drague? Je me suis mangé 10 râteaux, je continue pour en aborder une 11e. Ou est-ce que tu parles de je ressens de la résistance, une certaine résistance chez cette fille, je persévère quand même. Quelle sorte de persévérance tu parles? Les deux. Oui, j'ai la persévérance s'il y a des trucs, des râteaux qui arrivent sur le terrain, et ça arrive de toute manière. Donc ça, c'est même un bruit de fond. Ça fait toujours mal un peu à l'ego, ça il faut se l'avouer, mais avec l'expérience, tu apprends à relativiser quand même relativement rapidement. Et puis tu oublies, parce que forcément avec le nombre, tu oublies. Mais aussi, ouais, dans une interaction particulière, donc la persévérance. C'est comme ça que j'ai développé toutes ces techniques pour, par exemple, pour aller chez elle, pour un peu fractionner l'objectif, pour essayer d'aller chez elle plus facilement, des choses comme ça. Ça vient de la persévérance. Et la persévérance, allez, mon plus bel exemple de persévérance et de fractionnement, je le mentionne souvent, c'est quand, il y a quelques années, hein, j'étais dans une soirée à Bruxelles, dans une discothèque, là où je vais... Ah ouais, ça, mais bon, la pauvre. Oui, la pauvre, mais c'est dingue. La pauvre, mais c'est l'exemple pour moi type de ma persévérance. Donc moi, j'habitais dans une ville, j'avais pas de voiture, j'habitais dans une ville qui était à environ à 1h20 de train. On a passé toute la nuit à danser, il était 5h du matin, je voulais faire une after party. Donc j'ai sciemment menti sur la distance. J'ai dû la prendre sur mon dos, puis finalement, au milieu de chemin, je lui ai dit que j'habitais pas à Bruxelles, mais dans une ville qui était à 15 minutes, rapidement. Donc, puis on arrive à la gare, je dis, oui, il y a juste un train à prendre, 15 minutes, et puis, petite étape par petite étape, finalement, on est parti de la boîte de nuit à 4-5 heures du matin, on est arrivé à 8 heures du matin. Oh, quoi? C'était... C'est même pas... Ouais. Quoi? 3-4 heures de route. Bah écoute, la boîte de nuit était pas dans était un peu, on n'a pas pris de taxi, on a marché, donc il y avait quand même, je pense, entre 20 et 40 minutes de marche. Je me souviens plus, il y a pas mal de temps. D'ailleurs, à un moment donné, elle avait mal aux pieds, donc j'ai dû la prendre sur mon dos. Puis aller à la gare et puis prendre le train. Et dans le train, elle s'est endormie. Puis en plus, il faisait froid, c'était en hiver, donc on est arrivé à la gare au matin, il faisait super froid, on était complètement cuit. On est rentré et le sexe était mauvais. Elle était fatiguée. Ça a duré quoi, 10 minutes, 15 minutes, et je pense que 4 heures plus tard, elle repartait. Elle devait repartir à la gare, prendre le train, parce qu'elle partait en vacances quelques heures plus tard, je pense. Donc, c'est surtout gay à raconter par la suite, mais en moment même, c'est plus gay. C'était pas du tout... Mais j'ai un exemple que j'aime bien, parce que c'est la persévérance, et c'est aussi le fait de fractionner l'objectif pour arriver à réussir à obtenir l'objectif. Mais voilà, la persévérance, ça c'est quelque chose qui me caractérise vraiment, vraiment bien. J'aime aussi à croire qu'il y a ce que les feedbacks que j'ai, c'est la personnalité que j'ai développée, l'aspect, le fait que je m'intéresse énormément à beaucoup de choses, aux cultures, aux pays, aux langues, l'aspect politique, l'aspect juridique, l'aspect économique, enfin bref, tous les sujets m'intéressent. Et donc, j'ai cette faculté à parler je peux rencontrer une Serbe demain, ou une Macédonienne, ou une Ukrainienne, ou une Française, ou une Suédoise, où j'aurai toujours quelque chose à dire, et ce qui me permet vraiment de connecter rapidement avec énormément de filles. J'ai comme ça par exemple, des filles des Balkans, donc que ce soit la Serbie, la Croatie ou peu importe. J'ai cette faculté, voilà, à connaître des choses sur leur culture musicale également. Et c'est vrai que ça crée vraiment des situations avantageuses, enfin, tout simplement avantageuses pour créer de la connexion. Donc ça, c'est vraiment mes points forts. C'est aussi cette faculté à connaître je connais des choses, je m'intéresse à énormément de choses, et donc j'arrive comme ça à toujours créer, presque avec n'importe qui, je dis bien presque, un sujet de discussion, et c'est rarement basique. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, au point où les discussions
s'enchaînent et il y a vraiment un flow dans la conversation, il y a vraiment une bonne atmosphère dans la conversation et ça aide au niveau de la connexion entre moi et la fille. Donc voilà, je dirais que ça c'est mes points forts principaux. Mon point faible, c'est mon impatience, clairement. Donc que je suis quand ça va pas dans mon sens, surtout de plus en plus, j'ai tendance un peu trop vite à filtrer, à devenir un peu désagréable par moment, et donc j'ai des comportements un peu d'enfant gâté par moment. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est mon point faible principal. Je manque de patience, mais je pense que ça se voit aussi dans la durée des relations que j'ai. On voit très bien que je cherche pas particulièrement ce qui est paradoxal, parce que je m'intéresse vraiment, je suis vraiment sincère dans ma démarche, mais je me désintéresse très vite. Et j'ai une sorte de lassitude, mais aussi d'impatience, et j'ai envie d'aller à la suivante, et ainsi de suite. Hein. Et je dis pas que c'est bien, si je mentionne simplement ma personnalité. Et donc je réponds, et je terminerai là-dessus, sur une sous-question que Phil avait posée. Donc, sur ses points forts et ses points faibles, est-ce que selon lui c'est grave et comment est-ce qu'on les a acquis? C'était une de ses questions. Ouais. Alors, première chose, je trouve que c'est aussi pas mal intéressant. Ça permet un peu de voir le cheminement intellectuel, entre guillemets, qu'il y a derrière. Moi, ces réflexes de speed séduction, donc tout ce qui est lié au fait de passer rapidement les étapes, en tout cas de passer rapidement les étapes, mais surtout d'avoir un plan comme ça, un plan que j'ai vraiment développé au fur et à mesure des années. Ça surtout et toujours été lié à cause des contraintes logistiques et financières. Donc pour moi, ça n'a jamais été une option de la faire longue, entre guillemets, tu vois. Pas de resto, pas de théâtre, pas de rendez-vous à rallonge, car vu que il y a quand même beaucoup de rendez-vous sur un mois et sur une année, le faire à répétition, ça coûte de l'argent. Et donc, moi, j'ai toujours, mon système a toujours été développé, et ce côté speed séduction a toujours été développé, notamment à cause de ces contraintes logistiques et financières. Donc voilà, j'ai un ami que tu connais, j'en ai d'autres aussi comme ça, eux sont plus aisés, et donc ils se permettent comme ça de faire des rendez-vous à rallonge. Ils vont au resto, ils font ça, parce que déjà ils pensent que c'est plus safe, plus sécurisant, et en plus, comme ça, ils peuvent se le permettre plusieurs fois par mois, même s'il le faut. Et même si je pouvais me le permettre, c'est juste que je suis tellement habitué à ne pas le faire que pour moi, c'est ancré en moi. Et aussi des choses, par exemple, quand j'ai eu des périodes folles où je faisais plusieurs rendez-vous par jour, et ça s'est parfois terminé avec 2-3 filles par jour dans l'intimité. Moi, je me souviens de cette anecdote où j'étais à l'étranger, et à chaque fois qu'une fille partait, je me sentais un peu comme une prostituée, tu vois, parce que je devais à chaque fois refaire le lit, nettoyer les verres de vin qu'on avait utilisés. Je devais aussi regarder que je n'avais pas laissé un emballage de préservatif. Ouais, mais t'as sûrement eu des petits accidents. J'en ai eu bien sûr, où la fille prend l'essuie, je n'ai pas fait attention, et là, de l'essuie tombe un truc de capote ouvert, tu vois. Des trucs comme ça, quoi. Mais là aussi, ce que j'aimais bien aussi avec c'est comme ça que je pense pour quasi tout. Parce qu'avec ces périodes-là, je mettais au point je pensais mon plan à l'avance comme je savais que j'avais plusieurs rendez-vous sur le même jour, il fallait que j'anticipe déjà avant le rendez-vous une porte de sortie pour pouvoir partir, pour la faire partir, pour pouvoir moi partir, pour pouvoir justement aller à l'autre rendez-vous par la suite. Et donc, par exemple, je mettais une petite graine, disons que j'avais un dîner important ou j'avais un call en ligne, des choses comme ça, de sorte à ce que après que le sexe soit passé, je ne sorte pas comme ça une excuse du chapeau pour faire croire que non, je l'avais déjà mentionné avant. Bref, tout mon style de séduction est comme très planifié, et je laisse rarement les choses au hasard. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas spontané, bien au contraire, je suis quelqu'un de très spontané aussi, mais le plan de base, lui, quel obstacle on pourrait avoir, quel objectif j'ai surtout, comment annihiler chaque obstacle. Donc je pense, toute cette méthodologie
ça a été lié, c'est lié à ma boulimie déjà, et aussi à des contraintes. Voilà, je parle de logistique, mais aussi financière, dans la mesure où tu fais beaucoup de rendez-vous. T'as pas envie de passer ou de dépenser 40% de ton salaire dans des rendez-vous, dans des dates, dans des restaurants, quoi. Donc bref, ça c'est comme ça que j'ai acquis cette speed seduction, hein, donc ce côté séduction rapide dans mes interactions. Quoi d'autre? Oui, pour le côté impatient, donc mon côté mon point faible. Je suis très honnête, hein, mais je pense que c'est aussi lié à l'accumulation et des résultats positifs, et le fait de savoir exactement ce qui se passe quand ça fonctionne, et au moindre petit obstacle, la moindre petite complication aujourd'hui, j'ai tendance à plus répondre, à supprimer le numéro, mais trop rapidement. Il y a des moments où on le fait parce qu'il y a vraiment on sent qu'il y a vraiment pas d'intérêt, c'est mort. Quoi, ouais. Et moi, j'ai tendance à le faire parce que je suis impatient, parce qu'il y a un petit obstacle, ou parce que elle a dit un truc qui me plaisait pas. J'ai tendance à vite passer à autre chose, alors qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison. Donc ça, c'est un défaut que j'ai aujourd'hui, c'est ce côté un peu impatient, pourrigaté, que j'ai attrapé aussi à force de voyager, de voir aussi des comportements féminins qui sont tellement exacerbés dans le bon sens du terme, qui donnent tellement. Et ici, en Europe de l'Ouest, quand je reviens, j'ai tendance aussi à être vite lassé par des comportements qui sont un peu plus, un peu moins fluides, un peu moins féminins. Et donc j'ai tendance comme ça un peu à les éjecter très rapidement. Mais c'est un défaut parce que forcément, je passe à côté de beaucoup d'opportunités, parce que je me fixe sur des petits détails qui n'en valent pas vraiment la peine. Donc voilà pour un de mes points faibles principaux. J'en ai certainement plein d'autres. Quand si tu pourrais peut-être en mentionner, mais il y en a certainement plein que j'ai. Mais voilà, c'est celui qui m'est venu en tête le premier. Et alors... moi, j'ai surtout... Non, c'était tout. Ouais. Ok. Bon, écoute-moi, je pense surtout à un point fort que tu n'as pas mentionné. C'est que, moi aussi, je trouve que tu es très bon à bien filtrer. Ah oui. Ouais. Tu dis que je suis persévérant. Oui, Roby, je suis d'accord, tu es persévérant, mais je connais des mecs, mais tu es persévérant parce que tu sais que les chances d'y arriver sont relativement élevées. Tu sais, je connais des mecs qui sont bien plus persévérants, mais c'est juste stupide. Hein, ils investissent dans un projet foireux. Hein, ils souffrent du sunk cost fallacy. C'est un biais cognitif parce qu'ils sont déjà investis, ils continuent à s'investir. Tandis que toi, j'ai l'impression que tu lâches beaucoup plus vite l'affaire, justement parce que tu reconnais que c'est une affaire foireuse. Donc, oui, toi, tu as la capacité à bien reconnaître les opportunités, à bien filtrer les filles qui ne sont pas intéressées. Ça, c'est un de tes points forts. Bien mieux que d'autres dragueurs. Alors, il y a d'autres dragueurs qui perdent leur temps à interagir, à discuter, à envoyer des messages avec des coups foireux. Toi, non. C'est juste... Hop. L'autre point, c'est que tu arrives à très bien systématiser la séduction. Hein, un exemple, c'est tout con, tout simple, mais il n'en faut pas plus si ça marche. Comme tu t'es adapté au confinement et à toutes les sanitaires lors du Covid, donc ce que toi tu fais, hein, tu parcours une série d'étapes et puis tu les reparcours ces étapes et tu les reparcours encore et encore, et à chaque itération tu les optimises. Et au final, tu te retrouves avec un système bien huilé, bien rodé, fluide. Et c'est aussi pour ça que tu filtres beaucoup mieux, parce que déjà à l'avance, tu sais que parce que tu as déjà eu suffisamment d'expérience, tout simplement. Ouais. Hein, tu sais, tu contrôles ton système et tu sais que ce comportement-là, tu l'as déjà vu, hein, tel ou tel comportement avec un grand nombre de filles, donc tu sais que il est très probable que ce comportement... c'est ça. Moi, parce que je dis que je suis impatient et que je filtre trop vite, peut-être qu'en fait, simplement, si je filtre tellement vite, c'est parce que je reconnais là des schémas qui seraient des comportements chez la fille qui sont tellement peut-être flagrants que sans m'en rendre compte, je me dis, ouais, non, ça serait une perte de temps, qu'opportunité.
d'investir davantage de temps alors que je sais comment l'intérêt prononcé, comment une fille qui a un intérêt prononcé se comporte. Ouais. Il n'y a pas autant de différence que ça. Quand elle est intéressée, ça se voit, en général. Oui, tout à fait. Non. En général, ouais. C'est un truc que tu mentionnes régulièrement. Je n'ai pas trouvé de meilleure explication à ça, mais quand c'est fluide, juste. C'est fluide, l'interaction est fluide, elle t'ouvre des portes, elle te donne des feux verts. Fixe le rendez-vous, va de soi, tu proposes, elle accepte. Cette fluidité que beaucoup de mecs ne reconnaissent pas. C'est pour ça qu'on a tellement de questions. Il y a rarement un mec qui va nous poser la question qui est « Écoute, j'ai eu une interaction super fluide. On s'est vu, on s'est embrassé, on a fait l'amour, on s'aime. » Est-ce que c'est normal? Oui, Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est normal? Elle m'a violé sur place, est-ce que c'est normal? C'est ça, non? On répond généralement à des questions ou à des coups foireux, quoi. C'est vrai que si c'était si fluide et finalement, quand tu es dans une... quand tu enchaînes les interactions qui sont positives, c'est vrai que tu ne te poses pas ces questions-là. Tu te poses des questions quand tu as des râteaux, des rejets, où tu as pas su où tu as une sorte d'incertitude parce que tu n'as pas su disséquer correctement son intérêt, mais pas quand c'est fluide et que tout va bien, parce que si ça va bien et que c'est fluide, normalement ça finit à l'horizontale, quoi. Donc ouais. Enfin voilà, quoi, c'était plus personnel, mais je trouve que c'était pas mal comme question, donc voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop brouillon, en tout cas moi. Non, pas du tout, fort intéressant, c'était une excellente question. Robbie, donc je l'ai mentionné déjà une fois dans cet épisode, je le mentionne dans presque chaque épisode qu'on fait ensemble. Je parle de ta formation, le script. Donc, cher auditeur, si tu aimes bien le style de Robbie, sa façon de raconter, surtout sa façon de rencontrer, de séduire, jette un coup d'œil à la formation, le script. C'est la formation de Robbie, c'est lui qui a développé cette formation. Il a condensé toutes ces années d'expérience, toutes ces itérations, ces répétitions, d'essais, erreurs, toutes ces approches, ces conversations, ces rendez-vous, ces râteaux, ces échecs, ces réussites. Tout ça, il a condensé. Et le résultat est le script, la formation, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour convertir ses coordonnées en rendez-vous intime et pour naviguer le rendez-vous de manière fluide, pour devenir intime avec cette femme. Bisous, câlins, faire l'amour, etc. Le script est constitué de 7 modules. Il y a un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée. Ça sera pour bientôt de nouveau avec le déconfinement. Il y a un module sur la drague en ligne, un module sur la drague par message, tout ce qui est texto, messagerie, WhatsApp, Messenger, je ne sais quoi. Donc pour justement passer du virtuel, de ton smartphone au rendez-vous. Il y a un module sur le rendez-vous, justement, ce fameux module légendaire, découpé en phases pour transiter fluidement du bonjour à la conclusion, à l'amour, quoi, lors du rendez-vous. Quand je dis que c'est la Bible de la drague directe structurée, par drague directe, je veux dire que, comme tu peux l'entendre, tu ne caches pas tes intentions. Tu peux les montrer de manière non-verbale aussi, exprimer tes intentions de manière non-verbale. Mais tu les exprimes. Tu assumes que tu es un mec, que cette femme te plaît et que tu veux devenir intime avec elle. Quand je dis la Bible de la drague directe structurée, ça veut dire que la formation a été structurée de manière logique. Elle respecte les phases naturelles entre guillemets, du processus de séduction. Et tu respectes les phases de la parade nuptiale et c'est selon ces phases que tu as structuré la formation, le script. Donc tu commences par le mindset, l'état d'esprit. Et puis, quand on parle de la drague de rue, de la drague en soirée, de la drague sur le web, c'est pour faire des rencontres. C'est pour faire des rencontres et pour prendre les coordonnées.
Et une fois que tu as les coordonnées, tu passes à l'étape suivante, qui est le module suivant, la drague via le smartphone, pour donc envoyer des messages, échanger, pour communiquer justement, pour obtenir le rendez-vous. Une fois que tu obtiens le rendez-vous, le module sur le rendez-vous t'aide à naviguer concrètement, pas comme moi avec mes analyses abstraites, mais de manière très concrète. Tu dis ceci, tu fais cela, elle vient avec cette objection. Voici ce que tu dis, voici ce que tu fais pour devenir intime avec elle. Et quand je dis devenir intime, ça va dans les deux sens. C'est pour créer juste une bonne interaction, une bonne dynamique enjouée, légère, chaleureuse, qui déborde d'énergie sexuelle, d'intérêt, d'attirance des deux côtés. Donc voilà, c'est ce que tu vas apprendre dans la formation, le script. Pour chaque environnement, donc les rues, la rue en général, les rues, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc. Tu recevras des phrases toutes faites, des techniques toutes faites, des scripts, des trucs à dire pour passer à l'étape suivante. Donc, pour passer de l'approche à la conclusion. Bien entendu, ces phrases et ces techniques, tu peux les adapter à ta sauce. Ce serait même, conseillé, quoi. Tu t'adaptes juste à la femme en face de toi et au contexte. Donc, tu les adaptes à ta sauce. Donc, pour conclure, si tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme, le script te donne les solutions. Tu trouveras le lien vers la page de présentation du script en dessous de ce podcast dans la description. Roby, je pense qu'on a fait le tour. C'était un long épisode, fort intéressant. Yep, super intéressant. Je te remercie pour ta contribution. Phil, je te remercie pour ta question. Cher auditeur, je te remercie pour ton attention et on se revoit dans le prochain épisode. Salut. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drag Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!